Dossier Thomas Sankara en route vers le procès. Les choses bougent. Blaise Compaoré inculpé et la France qui remet le dernier lot d'archives sur le sujet. On en parle ce soir. À l'Assemblée nationale, le clash Bala Alassane Sakandé qui recadre le ministre de l'Énergie, Bachi Ismaël Ouedraogo. Et puis des nouvelles de démission au CDP. 93 militants, dont l'ancien ministre de la Sécurité, Jérôme Bougouma, Tchiklak Laporte. L'actualité de la semaine, c'est aussi la route Gunguin-Fada, mobilisation de fils et filles de la région de l'Est. Ils veulent marcher le 24 avril prochain contre l'état de ce tronçon. Le ministre Éric Bougouma tente de calmer le jeu. Voici pour le sommet du 7 Info ce soir. L'équipe du dimanche pilotée par Abdoulaye Baro. Bonsoir et bienvenue. Les avancées dans le dossier Thomas Sankara, l'ancien président burkinabé assassiné le 15 octobre 1987. Cette semaine, un délibéré de la Chambre de contrôle de l'instruction au tribunal militaire de Ouagadougou annonce que Blaise Compaoré et 13 autres inculpés vont répondre devant les juges de la Chambre de première instance de ce tribunal. Quelques jours après cette annonce, c'est la France qui remet un troisième lot d'archives sur l'assassinat de Thomas Sankara. Il était attendu depuis longtemps et maintenant il est là. Le troisième et dernier lot d'archives demandé par le juge d'instruction du tribunal militaire de Ouagadougou, remis aux autorités burkinabées. Des documents transmis par la France dans le cadre de la commission rogatoire internationale contre Blaise Compaoré et autres dans l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Ces trois enveloppes scellées contiennent des archives issues de plusieurs institutions françaises. Ce troisième lot d'archives que je remets aujourd'hui officiellement et formellement aux autorités burkinabées à travers monsieur le ministre délégué concerne les archives du ministère de l'Intérieur qui dispose de documents en lien avec l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Certaines de ces archives étaient détenues par les archives nationales, d'autres par la Direction générale de la sécurité intérieure. 8 documents déclassifiés de la Direction générale de la police nationale proviennent des archives nationales. Ce sont les archives du service de coopération technique internationale de police, comme on l'appelait à l'époque, le STIP, qui est le service de coopération policière qui était présent au Burkina Faso. Pour le ministre en charge de l'intégration, c'est un acte qui témoigne de la vitalité de la coopération judiciaire franco-burkinabé. Ces archives devraient participer à lever le voile sur un pan de l'histoire politique du Burkina Faso. Et je crois que c'est un acte aussi qui traduit l'excellence de la coopération judiciaire entre la France et notre pays. Et nous croyons bien que ces documents, y compris le travail qui a été fait par le juge d'instruction du tribunal militaire Burkina Faso, vont permettre, en tout cas, de nous éclairer sur cette affaire que le monde entier attend. Cette remise d'archives était une promesse d'Emmanuel Macron lors de sa visite au Burkina Faso en novembre 2017. Les deux premiers lots d'archives avaient été transmis au Burkina Faso en octobre et décembre 2018. Saka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Oui, la France soupçonnée dans ce dossier, la France qui visiblement tente de jouer franc jeu. Le dernier lot donc, des archives dans le cadre de ce dossier qui a été remis cette semaine. Est-ce que véritablement on peut dire que oui, à ce niveau, la France joue véritablement à franc jeu? Je pense que oui. La France essaie de respecter ses engagements internationaux en matière de coopération judiciaire. Une fois que la demande lui a été formulée par la justice du Burkina Faso, bon, les autorités françaises s'exécutent et donnent ce qui est en leur possession. D'ailleurs, l'ambassadeur le dit. Une partie de ces documents se trouve déjà aux archives nationales, et puis une autre partie relève de la coopération policière, etc., etc. Donc ça va permettre aux juges d'instruction, je pense, d'étayer un certain nombre de points de vue, d'hypothèses qui avaient été déjà formulées. Mais je ne suis pas certain s'il y aura des renversements des scoops. La question justement, elle est là. Est-ce qu'il y aura une plus-value véritablement à travers ces archives? C'est toute la question. On a demandé à la France, elle donne ce qu'elle a. Donc à nous de trouver ce que nous voulons à l'intérieur. Et ce n'est pas certain qu'il y ait plus d'informations là-bas que ce dont disposent déjà nos juges d'instruction. Donc attendons de voir, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un renversement
de la procédure à partir de ces documents-là. Il y a peut-être eu sélection d'archives, non? Oui. Très certainement, il y aura des détails, peut-être certaines communications entre certains acteurs. Ça permettra notamment de savoir que telle personne était présente à tel endroit, tel jour, ou pas. Mais je ne suis pas certain qu'on ait du nouveau. À partir du moment où les 30 et quelques années de procédure judiciaire ont permis aussi de réunir un certain nombre d'informations qui existent là et qui ont permis de faire les mises en accusation qu'on a vues. Donc ce n'est pas quand même à partir des zéros qu'on verra peut-être apparaître le nom d'une personne qui jusque-là n'a jamais été entendue. Toujours est-il qu'il y a aussi la coïncidence de la remise de ce troisième lot. C'est dans la même semaine que le tribunal militaire, justement, à travers ce délibéré, annonce justement l'inculpation de Blaise Compaoré et d'autres inculpés. Non, moi je ne vois pas de coïncidence. Je me dis que ça peut même être concerté entre les... C'est peut-être au moment où les archives sont arrivées au Burkina Faso, supposons qu'elles étaient en France, elles auraient pu aussi se trouver à l'ambassade ici. Si elles sont arrivées, et la justice est au courant qu'elles sont arrivées, qu'elles seront remises tel jour, à partir des informations dont elles disposent elles-mêmes, on peut déjà faire les mises en accusation en se disant que les documents vont arriver et vont permettre d'étoffer l'accusation. Toujours est-il que c'est quand même une étape importante, non, vers la vérité sur ce dossier. Très certainement. Les archives et aussi l'inculpation. Les archives, la mise en accusation, là, on va avancer vers le procès. Et à ces procès également, j'espère que les archives qui seront là vont permettre de renverser l'opinion dans un sens ou dans l'autre, en termes de culpabilité des uns et des autres. Donc, aussi bien on attend de trouver les pièces à conviction de la culpabilité de ceux qui ont été mis en accusation, mais aussi on peut s'attendre à ce qu'il y ait la preuve de leur innocence, si cela était aussi. Donc il faudrait, parce que... Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout, puisque depuis le début, quand on accuse Blaise Compaoré, les fois où il a pu s'exprimer là-dessus, il dit qu'il n'est pas impliqué. Peut-être que les échanges, les informations qu'on aura, on ne verra pas de passage le concernant. La question justement pour ce type de procès très attendu, mais qui ont pris du temps, effectivement, on se dit, est-ce que véritablement ce sont des procès qui peuvent aller très vite? C'est vrai, on a entendu l'avocat, maître Faraman, cette semaine, qui dit on n'attend plus que la programmation du jugement. Oui. Mais le jugement peut-être sera programmé dans les semaines ou les mois à venir. Mais est-ce que là, il ne faut pas s'attendre aussi à un procès aussi marathon? Ça dépendra. Pour le procès du Push, on a vu que, oui, c'est vrai, c'est encore récent, mais on a quand même pris une année. Le procès du Push est un peu différent parce que on a vu l'implication, la participation de plusieurs personnes de différentes natures. Il y avait des militaires, il y avait des civils, il y a les différentes victimes qu'il fallait identifier, etc. Ici, il s'agit de l'assassinat peut-être d'un nombre plus restreint de personnes, 13 personnes, Thomas Sankara et les 12 autres. Mais aussi, le temps a été plus long pour réunir les informations. Donc, l'instruction a été plus longue. Beaucoup de gens ont été entendus. Il sera peut-être plus facile d'aboutir à, si vous voulez, à un groupe plus restreint de personnes qui sont dans le circuit de l'action. Et c'est plus facile à ce moment à juger. On va juste établir les interrogations, peut-être sur une journée ou deux, la journée du 15 ou la veille. Mais sans oublier que forcément il y a les exceptions qui seront soulevées parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la question justement des preuves. La question des preuves, la question des prescriptions, la question des éléments nouveaux, etc., etc. Donc ça va être fait, mais assez rapidement. Ça va peut-être prendre une semaine ou deux. On pourrait assister à des programmations, reports, etc., etc. Oui, suspensions. C'est possible. Mais c'est quand même mieux que ça commence. Même pour le cas du Push, on l'a vu, ça a été comme ça. Il y a eu des reports, on avait pensé que ça ne va jamais se faire finalement. Le procès s'était ouvert et les interrogations avaient commencé. Vous voyez qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui ont été entendues pour le Push, à peu près plus de 80, à peu près une centaine de personnes.
Ici, je ne pense pas qu'on aille jusqu'à ces nombres-là. Surtout que dans les personnes présumées ayant opéré l'opération même d'assassinat, une bonne partie, je pense, est déjà décédée. Il va rester un nombre plus restreint et les acteurs sont moins nombreux. Je pense qu'une fois qu'on aurait passé l'étape des exceptions, l'étape des procédures préliminaires, le procès pourra aller plus rapidement. Plus rapidement, on l'espère. La grande interrogation, est-ce que Blaise Compaoré sera présent lui-même au procès? C'est peut-être ça, sur ça qu'il faut s'appesantir, étant donné qu'il n'est pas sur le territoire et qu'on n'a pas encore d'indication sur le moment où il sera présent. On avait pensé qu'il pourrait l'être dans le cadre de la réconciliation, mais si c'est dans le cadre d'un procès, est-ce que c'est la même configuration des choses, etc. etc. On là aussi, c'est une inconnue. Il sera là, justement. C'est une inconnue qu'il faut prendre en considération. On a vu le cas de Norvège-Zongo avec... En même temps, c'est une très bonne chose, justement, que les choses avancent sur ce dossier précis, dans un contexte, justement, de réconciliation nationale. Oui. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, parce que beaucoup pensent que... au départ, vous vous rappelez que beaucoup ont pensé que la réconciliation, justement, c'était de sauter l'étape de la justice. On avait souvent expliqué que ce n'était pas le cas. Et voilà donc la preuve. Donc, vous avez par exemple des familles qui refusent les indemnisations et qui ne demandent que la justice, dont la famille Sankara par exemple. Et là, une fois que le procès est ouvert, elle a en partie une satisfaction. Elle aura la vérité à partir donc des interrogatoires qui vont avoir lieu. Et à l'issue, on aura épuisé un dossier très important dans l'histoire politique du Burkina Faso. À la fin, on peut peut-être aller plus raisonnablement vers la réconciliation. D'accord. Très bonne chose. Donc, on attend de voir dans les jours, les semaines à venir, et peut-être la programmation de ce dossier emblématique. L'actualité cette semaine aussi, c'est justement la réconciliation nationale qui est au cœur d'une rencontre entre l'ancien et le nouveau chef de file de l'opposition politique. Zéphirin Diabré de retour dans ses anciens bureaux pour la deuxième fois. La première, c'était lors de la cérémonie d'investiture de son successeur à la tête du CEFOP. Edi Komboigo accueille le désormais ministre de la Réconciliation nationale, un titre avec lequel le nouveau chef de l'opposition a visiblement du mal à se familiariser. Je voudrais, dans un premier temps, au nom des partis de l'opposition tout entière, souhaiter la bienvenue au chef de file, à l'ancien chef de file de l'opposition. L'habitude à la peau dure, les deux hommes ont pendant un temps travaillé ensemble au sein du CEFOP. Mais ce 16 avril, c'est bien de réconciliation que le ministre d'État est venu discuter avec les partis de l'opposition. Un processus où occupe une place de choix la justice et le retour des exilés. Parmi eux, Blaise Compaoré, récemment mis en accusation par le tribunal militaire dans le dossier assassinat de Thomas Sankara. Sur la question des exilés et sur donc la situation de l'ancien président Blaise Compaoré, la justice fait son travail. Que ce soit maintenant ou demain, la justice fait son travail. C'est un parcours qui est connu de tous, c'est un processus qui est connu de tous et sur lequel ni le président du Faso, ni qui que ce soit ne peut apporter la moindre influence que ce soit. Mais elle n'empêche pas que l'on puisse évoquer et même traiter de retour de personnes, y compris lui, qui sont aujourd'hui en situation d'exil. Un point par-ci, un point par-là, un exercice d'équilibrisme auquel Edi Komboigo va aussi s'adonner, mais avec une prise de position un peu plus prononcée. Ce qui s'est passé apparaît paradoxal avec le discours politique. Mais comme les deux structures sont indépendantes, il y a l'exécutif qui est indépendant, qui ne doit pas influencer également le judiciaire. Nous prenons acte. Cette rencontre entre l'opposition et le ministre de la Réconciliation était attendue. Zéphirin Diabré dira que les choses devraient s'accélérer après la concertation de ce vendredi. J'ai de la justice qui revient dans cette rencontre entre le ministre de la Réconciliation nationale et le chef de file de l'opposition politique. On le voit, il y a de la gêne, même pour les partisans de la justice transitionnelle, d'évoquer justement la question quand il s'agit de parler justement de justice, notamment pour le dossier Sankara. Oui. Ce qu'il faut mettre en évidence ici, c'est qu'il y a des partisans de la justice transitionnelle, mais il faut encore que le pilotage de la réconciliation opte pour cette justice transitionnelle-là. Il se trouve qu'il y a des dossiers qui sont déjà à la justice, qui ne peuvent être traités que par la justice classique,
comme le dossier Thomas Sankara, le dossier Norbert Zongo, eux, ils étaient déjà enrôlés. Donc on ne va pas les sortir de la justice. Il n'y a même pas un moyen de le faire juridiquement pour venir dire qu'on va les traiter dans la justice transitionnelle. Mais les dossiers qui n'ont pas encore été enrôlés, qui n'ont pas encore été mis au jugement, peuvent, si on décide, aller à la justice transitionnelle. Donc tout le monde pourra avoir son compte, si je peux m'exprimer ainsi, en ce qui concerne la façon dont la justice va se faire dans le cadre de la réconciliation. Certains dossiers vont aller à la justice classique, si les ayants droit, les victimes le demandent. Certains vont aller à la justice transitionnelle. D'autres même pourront aller à la justice traditionnelle. Et si on trouve que c'est la meilleure façon de laver le contentieux. Les situations du foncier, les situations un peu compliquées, on peut voir quelle est la formule qui sait. Donc, pour moi, tout le monde trouvera son compte. C'est vrai que certains auraient voulu que même ce dossier Sankara soit traité autrement, mais il est déjà enrôlé, on ne peut pas le retirer de la justice. Donc pas d'ambiguïté pour ce qui est de la vision gouvernementale de la réconciliation nationale sur cette question de la justice. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire sur les grands dossiers. Surtout que la décision de traiter tel ou tel dossier selon tel ou tel système de justice n'est pas encore arrêtée. Le chef de l'État a juste lancé un processus de réconciliation. Il a nommé un responsable pour cette politique-là et on attend qu'il formule sa stratégie. Et c'est là où on verra quelle est l'option qui sera arrêtée. Et je suis sûr que toutes les options vont être proposées, étant donné qu'elles s'appliquent à chacune des situations en particulier. Et cette ambiance entre le nouveau et l'ancien chef de l'opposition politique, c'est une forme de petite réconciliation, non? Parce que là aussi, on a vu qu'entre-temps, il y a eu quelques pics. Le nouveau chef qui estime qu'il est venu trouver les caisses quelque peu vides, 8 000 francs, l'a-t-il dit. Mais il y a aussi qui est que Eddy Kombouigo semblait ne pas être forcément d'accord avec cette démarche de la mise en place d'un ministre chargé de la réconciliation. Pour lui, on aurait pu s'en passer, ce n'était pas si important. Mais là, les deux qui se retrouvent, et visiblement, Eddy Kombouigo qui s'engage par la même occasion à accompagner justement Zéphirin Diabré dans cette mission. Oui, je pense que quelque part, le chef de file de l'opposition actuelle avait conçu une action de sa part dans laquelle il aurait eu le soutien de l'ancien chef de file, avec toute l'expérience qu'il a. Parce que Zéphirin a été chef de file de l'opposition depuis 2012, donc ça fait 8 années. Il a beaucoup d'expérience des dossiers, des procédures, de la communication surtout. Peut-être que Eddy Kombouigo s'était attendu à bénéficier de l'appui de Zéphirin là-dessus. Il est parti, je veux parler de Zéphirin, d'une manière assez surprenante pour beaucoup, si bien que l'opposition aujourd'hui doit se refaire entièrement. Parce qu'il y a des partis, c'est vrai, qui étaient déjà au CEFOP, mais le rôle de chef de file de l'opposition, c'est un rôle administrativement différent du simple membre de l'opposition. Ce qui fait que l'opposition, on le sent, est un peu lente au démarrage par rapport aux différents dossiers. Et peut-être que si Zéphirin avait été là, ça aurait été différent. C'est peut-être ça qui manifeste le fait que Eddy s'exprime de cette manière sur le fait qu'on ait créé la réconciliation. Autrement, dans le fond, lui-même, il est partisan de cette réconciliation, puisque le CDP, son parti, fait partie de la CODER qui a prôné la réconciliation depuis très longtemps. Donc, c'est inadmissible qu'il vienne aujourd'hui nier ces processus de réconciliation. Parce que je pense que le fait que la décision a été prise par le chef de l'État et qu'un ministère entier a été créé à ce niveau, ça va faciliter la mise en œuvre de la réconciliation. Parce que dans le passé, on avait le HCROUN, mais qui n'avait pas un rang de ministère, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup senti les évolutions au niveau du HCROUN. Maintenant qu'il y a un ministère qui s'occupe de la question, très certainement que les dossiers vont aller beaucoup plus vite, et surtout avec le plus de poids politique, comme on l'espérait depuis longtemps. On espère donc voir les choses évoluer aussi à ce niveau. On le sait justement que demain, le président du Faso va également recevoir un rapport lié également à cette question avec le HCROUN, justement.
Zéphirine Diabré, tu aurais pu peut-être faire un tour à l'Assemblée nationale pour réconcilier deux personnalités de la majorité présidentielle. Bala Alassane Sakandé et le ministre Bachi Ismaël Ouedraogo de l'énergie avaient du mal à s'entendre sur la vision énergétique de l'exécutif burkinabé. Il est question surtout d'exporter de l'énergie grâce à la production du solaire. À l'horizon 2025, le Burkina Faso pourra vendre de l'électricité aux pays de la sous-région. Un projet ambitieux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque financée à plus de 35 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. À l'Assemblée nationale ce 13 avril, le ministre en charge de l'énergie multiplie les arguments pour convaincre et faire adopter le projet de loi. Vu que le pays dépend énergétiquement de la Côte d'Ivoire et du Ghana, la pilule passe mal au niveau de l'hémicycle. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à satisfaire nos besoins élémentaires au Burkina Faso. Il y a combien de villages, il y a combien de communes qui n'ont pas d'électricité? Et vous venez nous parler comme ça d'exportation d'électricité, c'est pas du long, hein? Les études menées pour ce projet sous-régional révèlent que c'est au Burkina Faso que le prix de revient du kilowattheure du solaire est le plus bas. Le président de l'Assemblée nationale veut savoir les mesures prises pour la réduction du coût du kilowattheure chez le consommateur. Maintenant, si on dit que le coût est le plus bas, avec toutes ces centrales qu'on est en train d'installer, on n'a pas vu le prix du kilowattheure baisser, je vous demande d'aller à Guy-Confère, ou bien en arrêt pour dire que le prix du kilowattheure au Burkina Faso est le plus bas. Je me demande si vous allez revenir ici à son fils. Soit il y a de l'arnaque à quelque part, soit l'étude ne dit pas la vérité. Parce que si l'étude a mené qu'en matière d'énergie solaire, le coût est le plus bas, et toutes ces centrales qu'on a inaugurées à grande pompe, cela doit pouvoir se répercuter sur le prix du kilowattheure, ne serait-ce que pour le Burkinabé moyen, ceux qui sont dans les 5 ampères, les 3 ampères. En cette période de forte chaleur, où les coupures d'électricité sont récurrentes, la question des délestages s'est aussi invitée dans le débat. Nous avons vu tout récemment dans les médias où vous avez naturellement, avec vos techniciens, fait une opération de com en ce qui concerne la révision des machines. Voilà. Je pense qu'il faut arrêter ça. Vous connaissez la période de pic. C'est maintenant, c'est mars, avril, mai, peut-être juin. Ce n'est pas maintenant que vous allez venir commencer à réviser pour nous donner l'impression que vous faites votre travail. Ça devrait se faire. Bachi Ismaël Ouedraogo a tenté certes d'apporter des réponses aux nombreuses préoccupations des élus nationaux. Mais au-delà, ces préoccupations traduisent bien le ressenti des Burkinabés et l'importance qu'ils accordent à la question énergétique. Siaka Coulibaly, faut-il voir en ce spectacle-là, au niveau de l'Assemblée nationale, un signe de la vitalité démocratique, c'est-à-dire un président de l'Assemblée qui est du même bord que le ministre qui était face aux députés, mais qui tient quand même à relever un certain nombre donc, de situations qui, à son avis, semblent être donc surréalistes, ou alors faut-il voir là un combat entre deux personnalités de la majorité qui ont peut-être en perspective 2025? Le tout à la fois. Moi, quand j'ai entendu le président de l'Assemblée nationale, j'ai tout de suite pensé qu'il cherche peut-être à se coller un peu à l'image de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, qui effectivement avait endossé ce type de costume pour houspiller les responsables ministériels sur tel ou tel aspect de la gestion de l'action gouvernementale. Sur la question précise de l'électricité, je crois que Bala Sakandé exprime un point de vue populaire. Effectivement, il est assez surprenant pour un non-averti des questions énergétiques de s'entendre dire que le Burkina Faso envisage d'exporter de l'électricité, étant donné que ça fait presque 20 ans maintenant que nous sommes entrés dans le cycle de l'insuffisance énergétique, en tout cas au niveau ménage. Peut-être qu'au niveau industriel, les choses sont mieux
gérer, mais au niveau ménage, il y a des insuffisances en termes d'électricité. Donc, s'entend dire que le Burkina Faso va devenir exportateur d'électricité, bon, c'est vrai que ça tique un peu. Mais ce n'est pas surréaliste. Ça veut dire que c'est peut-être que pour le moment, quand les populations sont dans le besoin, ce type de discours ne passe mal peut-être. Sinon, ce n'est pas surréaliste. Ce n'est pas du tout surréaliste. Et il y a même des explications très rationnelles. C'est d'ailleurs dans le programme présidentiel. Ça se trouve dans le programme présidentiel. Donc, ce n'est pas une nouveauté que Bachir exprime. Ça existe. Et les dirigeants, notamment le chef de l'État, a endossé l'idée que le Burkina peut devenir exportateur d'électricité. Ce qu'il faut dire ici, c'est quoi? Les autorités énergétiques ont annoncé, je crois il y a au moins une année de cela, que nous sommes maintenant excédentaires en énergie. C'est-à-dire qu'il y a plus de 150 mégawatts en plus de la demande actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que nous achetons avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, plus notre production thermique et solaire, le cumul fait qu'on a plus d'électricité que de besoins. Maintenant, il faut demander aux experts de l'électricité pourquoi malgré ces surplus-là, et c'est une question que je pose souvent, pourquoi malgré ces surplus, il y a encore des difficultés de délestage. Du délestage. Et la manière dont ça se passe, ce n'est même plus du délestage. Parce que le délestage suppose qu'on coupe le courant dans une zone pendant 4-5 heures, le temps d'alimenter une autre zone, et après on revient. Mais vous voyez des coupures assez accidentelles comme ça, par petits morceaux de 15-20 minutes, 30, qui reviennent fréquemment dans la journée. Sans prévenir le consommateur, sans programmation. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Mais la grande question est qu'il faut peut-être amoindrir les propos du président de l'Assemblée nationale, c'est que si nous avons effectivement plus d'électricité, 150 mégawatts, on ne peut pas mettre de l'électricité au frigo. L'électricité est là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est peut-être là l'idée de l'exportation. Si on a reçu de l'électricité, on en a produit, oui, mais lui, et on n'en a pas, on ne peut pas les garder. Il y a les coupures, mais au-delà, il y a des zones qui n'en ont pas. Oui, mais cela laisse supposer un programme d'investissement en termes d'infrastructures d'électricité. Mais ça va ça peut prendre 10-15 ans. Aujourd'hui, nous avons 150 mégawatts. Il faut peut-être commencer par là. À quoi ça sert d'en produire quand on n'a pas les infrastructures? C'est pour ça qu'il faut que le président de l'Assemblée aurait dû nuancer ses propos en faisant en sorte que, pourquoi il y a encore des problèmes de fourniture d'électricité dans les ménages? Là, il faut peut-être penser à un audit organisationnel de la SONABEL, par exemple. Est-ce que les compétences existent à tous les niveaux qu'il faut? Connaissant le Burkina, on peut avoir recruté des gens un peu par parenté ou par complaisance, et finalement, on peut avoir des gens qui ne soient pas compétents à tous les niveaux. Ça peut expliquer cela. Même le déploiement de l'énergie dans les pays, dans les villages et les communes qui n'en disposent pas, ça peut aussi faire l'objet d'une enquête parlementaire pour savoir qu'est-ce qui se passe pour que ce soit le cas. Mais ces investissements-là vont prendre du temps, 10 ans, 15 ans, alors qu'aujourd'hui, on a de l'électricité en plus. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où l'idée de vendre est arrivée. Je ne défends pas... La question, est-ce que ça semble mal passé, justement, quand des populations sont dans le besoin et qu'on en exporte? C'est peut-être là tout... Je suis moi-même victime des coupures de courant, donc voilà. Sinon, comme on l'a dit, ce n'est pas surréaliste, effectivement. C'est dans le programme présidentiel. Le ministre Bachir Ismaïla Ouedraogo n'invente rien. C'est pas aujourd'hui qu'il a dit ça. Le président de l'Assemblée nationale, qui a été directeur adjoint de campagne du président, connaît bien le programme présidentiel. Et ça fait bizarre quand même, non? Parce que là, c'est comme si, quelque part, il est en train de remettre en cause la vision du président du Faso. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai parlé de la dimension communicationnelle. Peut-être Bala, comme je vous l'ai dit, essaie de jouer un rôle, essaie de se positionner comme un personnage clé des politiques publiques du Burkina Faso. Et sur cette question de l'électricité, il endosse l'habit du défenseur des populations, qui a justement son rôle parce qu'il est un élu du peuple, il doit défendre les positions populaires. Et pour ça, il est dans son rôle tout à fait. Mais il ne faut pas tirer les choses en épingle parce que ça peut juste être une question de communication. Et au besoin, vous verrez que les spécialistes, notamment le ministre ou ses techniciens, vont vous expliquer pourquoi ils ont parlé de vendre de l'électricité. Voilà. Et puis, justement, cette semaine, sur le sujet politique toujours, on a
parler justement de ces démissions au niveau du CDP. L'ancien ministre de la Sécurité, Jérôme Bougouma, qui démissionne. Au total, 93 personnes, près d'une centaine de personnes, de militants qui démissionnent du CDP. Encore des démissions dans ce parti. Et alors, tout de suite, on s'interroge sur les raisons d'une telle démission pour une personnalité comme Jérôme Bougouma. Je pensais qu'au jour d'aujourd'hui, les journalistes auraient trouvé les explications en interviewant les responsables qui ont fait cet acte-là, parce qu'effectivement, la démission d'un nombre aussi important, c'est toute une section qui a démissionné. On peut se demander à quoi cela rime, parce que ces démissions auraient eu un sens avant les élections, soit pour des raisons de liste, soit pour des raisons d'orientation, soit pour des raisons de la candidature du parti à la présidentielle. Ces raisons auraient été justifiées et auraient pu justifier, une démission en vague comme ça. Mais après les élections, au moment où le schéma politique national s'est définitivement assis, reste seulement les communales, on se demande pourquoi une démission d'une telle ampleur. Mais on va attendre les jours à venir. Très certainement, des explications vont être données, des déclarations aussi vont être faites, parce qu'on a vu juste les signatures, on n'a pas vu un texte. Pas de motif. On n'a pas vu un texte à la justifiant. Très certainement, lundi ou mardi, on verra peut-être ces documents. Surtout, on parle de la personnalité quand même de Jérôme Bougouma. On connaît sa proximité avec l'ancien président. Et alors, on se dit, il démissionne du CDP pour aller où? Ou c'est juste peut-être une retraite politique complètement? C'était l'un des cadres, l'un des proches de Blaise Compaoré, ministre de l'administration territoriale. Et enseignant des droits, il était donc celui qui orientait sur les questions juridiques au niveau du gouvernement. Donc ce n'est pas quand même rien. Et le fait qu'il démissionne maintenant, il faut qu'on cherche à comprendre à quoi cela rime. Est-ce que c'est pour créer un nouveau parti? Est-ce que c'est pour rejoindre un autre parti? Etc., etc. Donc toutes les supputations sont ouvertes maintenant. On ne peut qu'attendre que les informations d'éclaircissement viennent de la part des démissionnaires. En tout cas, on attendra de voir, mais déjà, est-ce que véritablement on peut parler d'un coup dur pour le CDP aujourd'hui en termes de consistance de ceux qui viennent démissionner? Est-ce qu'on peut dire que Jérôme Bougouma aujourd'hui a encore une base électorale et qui pourrait effectivement porter un coup dur au CDP? Ah oui, les démissionnaires que vous voyez, quand vous prenez la liste, vous voyez que c'est toute la section régionale, enfin provinciale. C'est vrai que près d'une centaine de personnes, c'est quelque chose quand même. C'est toute une section qui quitte. Ça, c'est un. Mais ensuite, il faut dire que le CDP a été secoué 2019-2020 par des remous entre certains anciens militants du parti. On évoque ici les Eladj Kwanda, les Yaya Zoumrana à l'époque qui avaient un peu secoué donc, le parti. Mais Jérôme Bougouma, je pense que c'est d'une autre trempe, c'est une autre dimension. Et lui, sa démission ne peut pas laisser indifférent. Il faut qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Connaissant la proximité justement avec le président d'honneur, on s'interroge justement. On peut se dire, est-ce qu'il a eu la bénédiction justement de Blaise Compaoré? Est-ce que ça veut dire autrement que Blaise Compaoré définitivement tourne le dos au CDP? C'est autant d'interrogations. C'est autant d'interrogations. C'est pour ça qu'il faut forcément qu'on ait les informations. Et surtout avec les nouvelles informations qui pointent, la mise en accusation, le retour annoncé par le président Kaboré de Blaise Compaoré dans les 6 mois. Il y a un peu de tout ça qui doit être lié à cette situation de démission. Peut-être que le clan de l'ancien président trouve qu'il y a de la tiédeur au CDP concernant son avenir et qu'il faut peut-être mettre en place un autre parti qui soit plus fidèle, je ne sais pas. Ça peut aussi aller dans ce sens-là, les réflexions. D'accord. On attendra donc de voir. Le débat de la semaine, c'est le magazine de grand reportage Ligne de Mire, diffusé sur BF1, qui le pose sur le Code du travail du Burkina, un code jugé esclavagiste par les organisations des travailleurs, et pourtant, il inciterait au recrutement, réplique le patronat. Depuis une dizaine d'années, c'est l'un des points d'achoppement entre organisations syndicales, patronat et gouvernement. La loi 028 du 13 mai 2008 portant Code du travail. Dès son adoption,
Ce texte de loi censé rétablir l'équilibre entre le salarié et l'employeur a fait l'objet de plusieurs récriminations de la part des partenaires sociaux. En 2015, l'État accède aux revendications des travailleurs et décide d'engager le processus de sa rélecture. 2 ans plus tard, en octobre 2017, un atelier national regroupant les 3 parties prenantes est alors initié pour valider l'avant-projet du Code du travail. Sur les 444 articles que compte le Code, 408 font l'objet de consensus, 36 feront l'objet de désaccords. Vous imaginez, on discute de votre contrat dans le recrutement. On vous recrute. C'est une société qui vous recrute, qui va vous placer comme un esclave. Cette société va aller négocier avec l'autre société votre salaire. Peut-être qu'elle va obtenir autour de 2 millions. Ce qu'elle va venir vous remettre à chaque fin du mois ne va même pas valoir les 500 000. Mais c'est très grave. Ça, c'est de l'esclavage. Vous venez, vous demandez un emploi, vous voulez travailler dans une mine, on vous dit oui, déposez un dossier dans telle société, c'est eux vos employeurs. Vous déposez là-bas, on vous recrute, on vous met dans la mine, et après quand on vous est mis dans la mine, qu'est-ce qui se passe? La mine paye un certain salaire qui est supposé être donc votre salaire à cette société, qui prend une grosse partie et qui vous reverse les miettes. Et tout simplement pour avoir fait quoi de placement. Et le jour où vous avez des difficultés, quand la mine a envie de vous licencier, elle demande juste à la société de vous licencier parce qu'elle ne veut plus de votre tête. Et qui vous pouvez poursuivre? Vous ne pouvez pas poursuivre la mine. Vous ne pouvez que poursuivre la société de placement, qui en général n'est pas solvable. Ces pratiques sont très courantes dans les sociétés minières, les banques et surtout dans les entreprises de sécurité. Ce jeune est agent de sécurité dans une société de la place. La structure dans laquelle il exerce paie plus de 200 000 francs CFA à son recruteur, mais lui ne perçoit que le quart de cette rémunération. Bon, moi, en tout cas, je gagne 55 000, des fois 50 000, bon, des fois même 45 000 francs. Quand on regarde ce qu'on gagne et ce qu'on fait là, on ne peut pas comparer avec ça. Il dénonce également ses conditions de travail. Cet agent de sécurité ne bénéficierait pas de congés. Nous, on voulait que si on peut accorder le congé, c'est bien. Parce qu'un agent de sécurité doit se reposer très bien. Si un an est arrivé, on doit lui donner 1 mois de congé. Il part se reposer et il revient prendre son travail sans problème. Mais quand vous voulez forcer l'agent de travailler après 1 an sans congé, vous ne voulez pas donner le salaire de la personne aussi. C'est compliqué. C'est donc au regard de toutes ces récriminations que les partenaires sociaux qualifient le Code du travail burkinabé en vigueur d'esclavagiste. Mais du côté du patronat, on ne l'entend pas de cette oreille. Je pense que notre code ne peut pas être qualifié d'esclavagiste. Parce qu'en la matière, le Burkina Faso n'a pas innové. Ce sont des dispositions qui existent dans bien d'autres codes du travail à travers le monde. Et en particulier, si vous regardez les codes du travail de la Côte d'Ivoire, de la France, qui sont des pays proches de nous, vous allez voir que ces dispositions qui sont querellées se retrouvent dans ces codes de travail. Donc, dire que ce sont ces dispositions, le code du travail par conséquent esclavagiste, nous pensons bon que c'est une façon de... Bon, c'est peut-être une exagération, mais ce n'est pas notre avis. Chaka Koulibaly, ça reste là un débat entre employeurs et employés, ce code du travail, qui est d'ailleurs en relecture sur certains points, en tout cas, qui font l'objet de mésententes entre les organisations des travailleurs et le patronat, notamment sur la question des sociétés de placement, notamment dans les sociétés minières. Ça existe beaucoup. Oui. Je crois qu'il faut situer les choses dans leur contexte. La réforme du Code du travail qui a eu lieu et qui est qualifiée d'esclavagisme se situe dans une mouvance mondiale où on pense qu'il faut alléger les règles qui encadrent le travail pour faciliter les recrutements et faciliter aussi la croissance et le rendement au niveau des entreprises. C'est une vision libérale qui vient donc de cette ouverture au libéralisme qu'on a connu depuis déjà les années 90. Donc ce n'est que la suite de cela. Et on voit le débat se trouve partout dans les pays où le Code du travail encadrait beaucoup, comme en France. Vous avez vu que quand le gouvernement Macron est arrivé, les premières mesures, c'était la réforme du travail, mais par ordonnance.
et ça a été critiqué. Il a voulu ensuite procéder à la réforme de la retraite. Et là, il y a eu blocage avec les syndicats. Le Covid étant arrivé, on a sursoir à cela. Donc, c'est pour dire que partout, la question... le débat se pose. Mais pour la question des sociétés de placement, je crois qu'il faut bien situer les choses. Il y a une grille salariale qui se trouve au niveau du privé et du public. Il faut s'assurer que les traitements qui sont servis aux agents respectent cette grille-là. Si ce n'est pas respecté, l'agent a le droit de contester la rémunération, soit auprès de l'inspection du travail, soit auprès du juge du travail, tout simplement. C'est possible. Ce qu'il faudrait voir, c'est que la société de placement a le traitement de l'agent, mais a aussi ses services qui sont payés. Et c'est l'ensemble qui donne les 2 millions dont on parle. Ce n'est pas 2 millions mis salaire de l'agent. Donc, c'est quand on voit le global, on estime qu'il a reçu 2 millions pour un travailleur et il ne lui a donné que 200 000 francs. Et il faut aller voir dans le détail pour se rendre compte qu'il y a une fracturation de ces montants qui est servi à la société de placement. Peut-être que ce n'est pas suffisamment bien expliqué aux employés qui comprennent, justement, si l'employé sait que ce qui me revient comme salaire payé par la mine, c'est le degré, on aurait pu dissocier les charges liées justement à ce travail, en tant que société de placement, qui a aussi ses employés. Exactement. Voici ses charges, voici ce qui revient à la société de placement en question par rapport à ce placement, recrutement, mais aussi voici ce qui revient à l'employé. Quand c'est dissocié, c'est clairement expliqué. Normalement, ça ne doit pas poser de problème. Ça ne devrait pas poser de problème. Ça peut lever des malentendus. Peut-être qu'il y a aussi une part d'exploitation. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais peut-être que c'est moins que ce que les gens voient. De façon globale, la question justement qui est posée ici, la grosse problématique et qui s'avère être une équation difficile à régler, c'est que justement, il est question d'encourager l'employabilité, c'est-à-dire de faire en sorte que les entreprises puissent employer. Parce que n'oublions pas qu'il y a le chômage qui est là. De nombreux jeunes, des milliers de jeunes sortent de nos universités, ils sont en quête d'emploi, eux cherchent à avoir déjà l'emploi, mais il y a ceux qui cherchent justement à avoir aussi des salaires décents, qui pensent qu'il faut plutôt travailler sur la qualité des contrats et puis la qualité des salaires servis. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui veulent être employés. Et là, on se retrouve là dans une équation difficile. Comment faire en sorte que, à la fois, l'entreprise soit à même de continuer, performante et puisse continuer à recruter et en même temps pouvoir servir des salaires décents. C'est toute la question. Ceux qui ont conçu l'approche actuelle du travail donnent comme argument justement l'employabilité. Ils disent que la formule d'alléger les règles du travail, ça fait plus de travail. Pourquoi? Parce que au recrutement, on n'exige pas des salaires d'un certain niveau, parce que quand vous fixez un niveau de salaire élevé, il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas suivre. Mais si elles sont libres de négocier le prix du travail avec l'employé, elles peuvent recruter plus facilement. C'est l'argument qui est servi. Ensuite, dans CDD, dans cette conception-là, ils estiment que le fait de pouvoir rompre facilement les contrats de travail, ça permet de recruter plus facilement parce que l'employeur n'est plus sous la pression. Or, dans le contexte où on prend les emplois fixes, les emplois figés, l'employeur est coincé, il a peur de les recruter parce que s'il les recrute, il devrait donner un contrat indéterminé dont la rupture entraîne beaucoup de charges. C'est comme ça que les concepteurs ont développé et ont présenté les choses. Dans certains contextes, vous prenez les États-Unis ou l'Angleterre, c'est ce type d'emploi volatile qui existe. Ils parlent de jobs où on peut venir le lundi et le samedi, si on veut, on ne revient pas le lundi prochain. Il y a que dans la pratique aussi, l'impression que ça donne, c'est qu'on précarise un peu. Oui, tout à fait. C'est vrai. En allégeant l'encadrement du travail, ils estiment que c'est plus facile pour l'employeur et c'est plus souple pour l'entreprise, ça fait plus de rendement, ça lui permet donc de moduler ses revenus, ses investissements, etc. etc. C'est un point de vue libéral qui a dominé. Le point de vue social,
C'est celui qui veut un emploi fixé, un emploi rigoureux, un emploi indéterminé avec carrière, etc., etc. Donc ce sont des conceptions idéologiques qu'il faut savoir au départ et savoir quel type de gouvernement nous voulons, qui va appliquer un régime libéral ou un régime social au travail. Mais les gens ils refusent de réfléchir à tout ça. Et puis après, on dit non, il faut qu'on fasse comme ça. En fait. C'est difficile. Si on choisit quelqu'un qui a opté pour un régime libéral, on va avoir ce type de situation. À l'État donc de savoir déterminer la bonne option qui arrange à la fois les entreprises et les travailleurs. Oui. La croissance économique et aussi le travail. Tout à fait. Il faut associer les deux. Les deux. Gungue Fada, le calvaire. L'état de la route suscite la colère des usagers. Les ressortissants de la région de l'Est veulent marcher. Le ministre des Infrastructures tente de calmer le jeu. Il menace même l'entreprise en charge des travaux. C'est connu. La route nationale numéro 4, axe Gungue-Fada-Bogandé, est en mauvais état. C'est pourquoi les travaux de rénovation sont entamés depuis quelques mois par le ministère en charge des infrastructures. Ce 15 avril, le ministre Éric Bougma vient s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Les terrassements généraux sont estimés à 37% et les ouvrages exécutés à 33%. Mais à quand la fin des travaux? Je ne peux pas dire à quelle date exactement, mais on va faire le nécessaire et même mieux que prévu d'avancer les travaux. Donc moi je dis le premier trimestre de 2022, on peut clôturer la majorité des travaux. Hormis la complexité de certains ouvrages, tels le pont de Kongaï et la digue du barrage de Tandjari, Éric Bougma, lui, est satisfait des travaux engagés sur les plus de 120 km. En tout cas, du point de vue de la mission de contrôle et des équipes techniques, ces travaux s'effectuent avec beaucoup de satisfaction. Alors, nous avons bien sûr saisi cette occasion pour louer les efforts qui sont faits par l'entreprise PFO, mais les exhorter à rattraper le retard. Le retard constaté dans l'exécution du chantier suscite la colère des populations qui en ont marre de subir l'état de dégradation de la voirie. Depuis le lancement officiel des travaux il y a 7 mois, les populations estiment qu'elles ne voient rien de concret, surtout à l'entrée de la ville de Fada. C'est dans cette dynamique qu'est né le mouvement de la RN18 du nom de l'axe Fada-Bogandé-Taparco. Un mouvement pour réclamer une meilleure voirie dans la province de la Nyanya. Plusieurs OSC de la province annonçaient à cet effet une marche sur Fadangoma. Le ministre en charge des infrastructures les rencontre séance tenante ici, dans la salle de réunion du Haut-Commissariat de Bogandé. Parce qu'il faut se rappeler que dans notre plateforme, en tout cas, nous souhaiterons que le bitumage traverse la RN18 de Fada jusqu'à Taparco. Mais je peux vous assurer que nous sommes en train de travailler dessus. Au terme des échanges, la satisfaction semble partagée par les différentes parties. Nous sommes rassurés parce que après un entretien, on a pris des engagements. Et pour nous, si les engagements qui sont pris, si c'est vraiment respecté, c'est qu'on peut avoir raison d'être satisfait de la rencontre. Nous sommes également satisfaits parce que nous avons constaté que les préoccupations qui ont été soulevées sont des préoccupations légitimes. C'est pourquoi tout sera mis en œuvre pour que dans les meilleurs délais, les travaux connaissent leur achèvement pour le bonheur des populations, indique Éric Bougma. Koulibaly, des travaux qui quand même n'ont que trop duré. Les populations attendent. C'est un véritable calvaire d'emprunter cette route. Ça traîne. On a vu le ministre Bougma, justement, menaçant l'entreprise en question. Ça veut dire qu'il y a un problème aussi à ce niveau. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui pose, qu'est-ce qui fait en sorte que les choses n'avancent pas. Pourtant, ce type de projet, c'est ceux qui ont le plus, les meilleurs chronogrammes. Au jour le jour de ce qui doit être fait et qu'on peut mesurer. Et il y a aussi des sociétés de contrôle, indépendamment de la mission du ministre, qui sont payées dans le coût du projet pour suivre et à chaque moment faire l'état d'évolution du chantier et éventuellement émettre des avis, des notes, des alertes ou des sanctions, etc. Donc on ne peut pas comprendre
que cette route-là dure autant. Il y a un problème de suivi des chantiers. Mais le délai qui est annoncé, je crois, par le chef du projet, on a l'impression qu'il a annoncé ça à partir de la mission. Sans conviction. Parce qu'il y a des documents sur lesquels, des documents contractuels, où tout est précisé. On vous donne le contrat pour que vous finissiez la route à telle date. Et s'il n'y a pas la route n'est pas livrée à la date, à partir du jour où la route devrait être livrée, il y a des pénalités qui commencent à courir. Donc, on ne devrait pas avoir besoin, en fait, de mouvements sociaux pour revendiquer la route. Malheureusement, on est au Burkina Faso. Il y a des situations qui sont difficiles à expliquer quand on n'est pas à l'intérieur du projet. Et c'est bien un cas comme ça qu'on a. Peut-être que, comme l'ont dit les riverains de la route, ils ont des raisons d'être satisfaits et que les engagements pris par le ministre et par l'entreprise pourront permettre de finaliser cette réalisation de route-là dans les délais prévus et que ce soit du passé pour eux. Oui, là, comme on l'a dit, les populations ont l'impression d'être abandonnées, délaissées, pour une région aussi importante, la plus grande, avec tout le potentiel. C'est comme si ça manque de sérieux, ça manque d'engagement au niveau de l'État. C'est vrai que le ministre essaie de s'expliquer, semble admettre que oui, l'État fait des efforts, c'est peut-être au niveau de l'entreprise en charge des travaux que les choses coincent, mais il y a que la réalité, elle est là, les choses n'avancent pas et c'est une région qui est quelque peu coupée. Bien sûr. Moi, j'ai pensé à deux choses, deux facteurs qui peuvent expliquer pourquoi c'est comme ça. Peut-être les questions budgétaires. Si les décaissements ne se font pas en temps prévu, l'entreprise est dans son droit de ne pas poursuivre les travaux. Donc ça, ce sont des clauses contractuelles. Il y a aussi peut-être la question de l'insécurité. Peut-être qu'à certains moments, les employés ont eu du mal à travailler du fait donc de l'insécurité. Comme on le sait, la région de l'Est... Ce sont des questions qui n'ont pas été posées, en tout cas. On n'a pas entendu parler, donc je ne sais pas si ça fait partie. Mais ce qui est sûr, on a pris un gros retard sur le dossier. Maintenant, peut-être qu'il n'y a plus de soucis. Peut-être que budgétairement, les choses sont en place. Peut-être aussi que sur le plan de la sécurité, tout est réglé également pour qu'on puisse finaliser la route là le plus tôt possible. Le plus tôt possible, justement, pour le bonheur de ces populations. Ça sera tout pour ce soir. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette info. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Je rappelle que demain, justement, le président du Faso va recevoir deux rapports. Le rapport du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et puis un autre rapport du Haut Conseil du dialogue social. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée sur BFM. Bonsoir.